Donc, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi d'être avec vous ce matin. Je vous propose de commencer par vous présenter. Alors, je vous introduis en une phrase, puis je vous laisse compléter. Donc, Monsieur Paul Midi, bonjour. Vous êtes député de la 5e circonscription de l'Essonne. Vous avez notamment été particulièrement actif ces dernières années sur le soutien aux entreprises innovantes et à la French Tech en général. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup pour l'invitation. Donc, je dois compléter la présentation, c'est ça ? Si vous le souhaitez. Oui. Exactement. Non, juste en 2 mots. Donc, moi, je suis député de Paris-Saclay, donc tout l'écosystème d'innovation Paris-Saclay que j'espère vous connaissez. Et avant d'être député, j'étais entrepreneur dans le e-commerce. Voilà, j'ai dirigé Frischtig, peut-être certains d'entre vous connaissent. J'ai fait toute l'aventure Jumia, qui est le Amazon africain, qui est la première licorne africaine et qui a été introduite en bourse depuis. Voilà. Et maintenant, je suis passé du côté obscur de la force. Donc avec vous, monsieur Roland Marion, bonjour. Vous êtes directeur de l'économie circulaire à l'ADEME, donc l'agence de la transition écologique. Voilà, c'est vrai, c'est ça. Super, merci d'être avec nous. Et enfin, Emmanuel Toussaint d'Auvergne, bonjour. Donc vous êtes le directeur général de Screlec Battery Box, qui est l'un des 2 éco-organismes qui est agréé par les pouvoirs publics pour la filière des piles et des accumulateurs, dont les batteries font partie. Voilà, parfait, je n'ai pas grand-chose à rajouter, c'est exactement ça. Super. Et donc moi-même, je suis Maxime Bliskin, je suis l'un des 4 cofondateurs de Voltaire, qui est un fabricant français de batteries lithium éco-conçues, car remanufacturées, et donc issues de l'économie circulaire. Alors avant de plonger dans le débat, je voudrais juste faire un petit point introductif, contextualiser le marché de la batterie. Donc déjà, ce que tout le monde sait, c'est que c'est un marché en plein essor. C'est une dynamique qui dure déjà depuis de nombreuses années et qui va vraisemblablement se poursuivre sur les prochaines années, et qui est essentiellement portée par 2 tendances. La première tendance, c'est l'électrification massive de nos usages, et en particulier de la mobilité, qu'elle soit douce, légère ou lourde. Et la deuxième tendance, c'est tout simplement la transition énergétique. Parce que pour pouvoir basculer d'une production d'énergie fossile à une production massive d'énergie renouvelable, il va falloir stocker cette énergie et donc installer des capacités massives de stockage. Voilà. Donc dans ce contexte de très forte croissance, l'industrie européenne de la batterie fait face à principalement 2 enjeux. Le premier enjeu, c'est un enjeu de souveraineté. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, il faut savoir que près de 9 batteries sur 10 qui sont mises sur le marché européen ont été fabriquées hors de nos frontières. Donc l'Europe a pris du retard par rapport aux puissances étrangères, notamment par rapport à l'Asie, dans la fabrication de batteries lithium, et elle a tout intérêt à devoir renforcer sa dépendance vis-à-vis de l'extérieur. Le deuxième enjeu, il est évidemment environnemental, puisque le marché du stockage de l'énergie est un marché qui est polluant et qui va nécessiter, on l'a dit, de par sa forte croissance, des sommes exorbitantes de ressources. Et ces ressources vont venir à manquer à un moment ou à un autre. Voilà. Donc la question qu'on va se poser aujourd'hui, et à laquelle on va essayer de répondre, elle est double. Comment est-ce que l'Europe peut renforcer son industrie de la batterie, à la fois d'un point de vue de souveraineté et d'autonomie, tout en intégrant dans cette démarche les enjeux environnementaux et de transition énergétique. Donc, je vous propose, pour commencer, de vous inviter tous les 3 à réagir sur l'actualité récente du marché. Vous êtes sûrement tous à avoir noté qu'il y a eu des annonces récentes de la part des champions européens de la batterie, en premier lieu desquels Northvolt, le suédois, et ACC, le français, qui, pour des raisons diverses et variées, sur des échelles diverses et variées, rencontrent des difficultés. Voilà, donc la première question, elle est pour vous, monsieur le député. Selon vous, quelles sont les raisons des difficultés que rencontrent ces champions européens de la batterie ? Quels peuvent être les impacts de ces difficultés à court, moyen et long terme sur l'industrie ? Et puis surtout, quelles sont les solutions que l'on peut mettre en œuvre pour pouvoir les soutenir face à une concurrence qui est de plus en plus féroce ? Merci. Alors, déjà, moi, le message principal là-dessus, c'est que je pense que c'est surtout du conjoncturel plus que du structurel.
Structurellement, c'est très dur de réintégrer des chaînes de valeur et de réindustrialiser notre pays et de faire revenir des usines de batteries, de réemploi, etc. Ça, c'est sûr, c'est dur, mais je pense que les difficultés qu'on voit, et j'espère, sont plus conjoncturelles que structurelles. C'est-à-dire que et si c'était facile, si c'était un long chemin pavé de roses, ça serait déjà fait. Ces industries ne seraient pas parties de France et d'Europe et on n'aurait pas les discussions qu'on a ce matin. Donc, je veux poser un message. Je sais qu'il est peut-être un peu à contre-courant, mais d'optimisme. C'est-à-dire que ça n'est pas la fin de cette filière, ça n'est pas un échec de la réintégration de ces filières en Europe. Je pense que ce sont des difficultés qui sont conjoncturelles et presque, pardon de le dire, hein, un peu normales. Voilà, il y a de la concurrence, il y a la concurrence chinoise, vous connaissez tous les facteurs qui font que c'est difficile, c'est une activité qui est compliquée. Et donc, qu'il y ait des difficultés, je pense qu'il faut, à mon avis, pas surréagir. On voit, et c'est là. Je pensais que quand tu me posais la question sur le contexte, je pensais que tu allais me poser la question sur le contexte politique. Ça va venir, ça va venir. Ça va venir, d'accord, j'imagine. Mais ce que je vois, moi, depuis que je suis élu, beaucoup plus qu'avant, quand j'étais entrepreneur un petit peu plus dans mon coin, c'est que l'économie, c'est beaucoup lié à la confiance et il y a beaucoup de prophéties autoréalisatrices. C'est pour ça que nous, on pousse pour un gouvernement qui est stable. Parce que quand il n'y a pas de confiance, quand les investisseurs arrêtent d'investir, quand on est tous en train de se regarder en disant « Oh là, c'est l'horreur, rien ne va marcher », bah, ça marche moins bien que quand on se dit collectivement que c'est possible et que ça va marcher. Donc, je poserais un message positif, optimiste. Il y a des difficultés qui sont conjoncturelles. Il faut évidemment en faire, bien en prendre compte. Et chacun des entrepreneurs, entrepreneuses qui sont derrière ces boîtes ou celles qui sont en train d'arriver sur le marché doivent évidemment prendre en compte tous les facteurs. Mais j'espère, moi, que la macro au global, elle va s'améliorer en 2025, avec notamment les taux de la BCE qui sont en train de baisser. J'espère que la baisse va s'accélérer. J'espère que pour ce qui est de la France et de l'Europe en général, parce que l'instabilité, elle est en France, mais elle est aussi en Allemagne, par exemple, que ces instabilités-là, on va en sortir et on va revenir dans une phase de stabilité et que tout ça nous permettra de continuer. Donc moi, le message, c'est j'espère que c'est conjoncturel et soyons optimistes, gardons la confiance. Évidemment que quand il y a des boîtes qui sont en train de se planter et que c'est des très grosses, ça fait peur à tout le monde. À l'inverse, quand il y a des boîtes qui cartonnent, et quand il y en a une qui cartonne dans un secteur, tout le monde s'excite, les investisseurs viennent. Il y a toujours un effet moutonnier, mais combattons cet effet de prophétie autoréalisatrice. Moi, je veux croire que c'est conjoncturel et que ce n'est qu'un mauvais moment à passer. Alors pour rebondir, j'ai une question pour vous, Emmanuel, mais en tant qu'acteur du marché, est-ce que le contexte actuel et puis les récentes annonces vous ont amené à revoir votre stratégie, à revoir vos prévisionnels, notamment pour l'année prochaine? Alors, en ce qui nous concerne, c'est toujours un peu complexe parce qu'on est tributaire de textes réglementaires et de décisions du ministère de l'Environnement. On a conscience qu'on va aller sur un marché qui va décupler. Donc, nos responsabilités vont être largement étendues, mais sur des gisements qu'on ne maîtrise pas, qui sont un petit peu historiques et qui sont en train de basculer en termes de technologie du plomb vers le lithium notamment. Donc c'est sûr qu'il y a des enjeux qui sont forts et qu'on est un petit peu dans un maelstrom aujourd'hui. On a quand même des difficultés à voir. Et on est aussi face à un contexte qui est peut-être pas très positif en amont. On voit que les sociétés aujourd'hui rencontrent des difficultés, mais aussi on a un contexte en aval qui est un peu tendu. On sait que sur certaines technologies, les capacités de recyclage ne sont pas là. Et donc, si demain on a à se saisir d'un gisement qui est plus important avec une filière qui n'est pas forcément assez structurée aujourd'hui, ça peut être source d'inquiétude. Mais je sais aussi que les industriels avec qui on travaille historiquement sont des gens qui font des investissements réguliers. On est sur une économie circulaire qui est plutôt pérenne. Donc, dès lors que le gisement sera accessible, disponible, organisé, structuré, je ne doute pas qu'il y aura des investissements pour l'absorber. Alors, merci, mais je rebondis justement sur un des points, hein. Aujourd'hui, il faut savoir que l'Europe exporte la black mass, qui est donc le produit de la première partie du recyclage des batteries,
hors de ses frontières et notamment vers la Chine. Donc on est dépendant en amont et on est dépendant en aval. Je rebondis du coup sur l'aspect domestique, la situation domestique. Il y a une question pour vous peut-être, Monsieur Marion, mais est-ce que pour un organisme comme l'ADEME, le contexte on va dire politique, économique actuel va impacter la manière dont vous pouvez accompagner les entreprises pour l'année prochaine? Déjà dire que je partage globalement l'optimisme de mes collègues, et en particulier celle de monsieur le député. On passe vraiment d'un monde linéaire, celui de nos parents, nos grands-parents, où on exploitait pas cher, où on consommait rapidement, où on jetait au plus facile, à un monde qui est définitivement ancré dans la circularité, dans le réemploi, dans la réutilisation, dans la protection de la matière première. Bon, mais quand on fait ça, on change les chaînes de valeur quand même. On modifie des conditions économiques. La clé d'entrée, historiquement, c'est la clé économique. Comment est-ce qu'on fait pour acheter au moins cher pour être le plus compétitif? Désormais, on intègre dans cette clé de réflexion la dimension environnementale, vous en avez parlé, la dimension sociale. Ça modifie des éléments de la chaîne de valeur globale sur les batteries, mais sur l'ensemble des secteurs de matières premières. Et donc, forcément, ces modèles de transition sont des modèles dans lesquels on est en quelque sorte en difficulté parce qu'il faut retrouver les bons maillons de la chaîne de valeur et à un niveau international, en particulier à un niveau français, en réinternalisant une partie de l'activité, que ce soit de l'activité de recyclage, de l'activité de réemploi, de l'activité de réincorporation de matières premières issues du recyclage. Voilà. Donc, je partage globalement cet optimisme. Ensuite, si on doit modifier cette clé économique et si on doit y intégrer des dimensions sociales et environnementales et de souveraineté, en particulier sur les questions des métaux critiques ou des batteries, ça veut dire qu'il faut compenser cette question économique. Et cette question économique, si on veut la compenser au profit d'autres clés et d'autres variables de l'équation, il faut des financements. Il faut de la réglementation et il faut des financements, mais une réglementation positive, dans le sens où elle vient fixer à l'horizon des prochaines années les solutions qui devront être mises en œuvre et sur lesquelles les acteurs doivent s'aligner. Et puis des financements, et je ne vais pas répondre directement à votre question, mais les financements, ils sont de deux ordres. Premièrement, les financements dans le cadre des budgets de l'économie circulaire alloués à l'ADEME par le projet de loi de finances. Là, il y a ici une interrogation. S'il y a des parlementaires dans la salle, je passe un message. Merci. Merci. Des financements européens, des financements liés à des grands programmes de réindustrialisation type France 2030, sur l'investissement. Parce qu'il y a une difficulté entre le coût de l'investissement du modèle linéaire et le coût de l'investissement du modèle circulaire. Juste pour fixer un peu les choses en ordre de grandeur, 1000 tonnes de recyclage, je parle pour le plastique, mais on peut faire le corollaire, et c'est des ordres de grandeur. Si on a un investissement pour recycler 1000 tonnes, c'est 1 million d'euros. Une usine 30 000 tonnes, 30 millions d'euros. Ces déchets, si on les met en enfouissement, 3 millions d'euros. On voit bien que là, on a un cap, un facteur 10. Et puis, on a besoin de financement au fonctionnement. C'est-à-dire qu'une fois que l'installation existe, il faut des organisations qui viennent accompagner du flux et du fonctionnement au flux, c'est-à-dire de l'argent qui vient compenser la différence de coût entre les matières premières. Et ça, c'est le rôle des éco-organismes. Je me tourne vers mon collègue Emmanuel Toussaint d'Auvergne, qui ont désormais dans leur cahier des charges, dans leur agrément, en fait, non plus simplement la question qui leur est posée de la gestion du déchet, mais aussi de l'accompagnement de ces filières nouvelles de réemploi, de réutilisation et de circularité, en somme. Merci beaucoup. Alors, on va revenir dans une deuxième partie vraiment sur justement l'émergence de l'économie circulaire et de l'industrie circulaire de la batterie. Mais j'aimerais revenir sur la question centrale des financements. On a parlé donc du contexte européen et des difficultés que pouvaient rencontrer les acteurs européens de la batterie. On s'inscrit aussi dans un contexte géopolitique global de plus en plus tendu, avec des relations commerciales internationales qui sont de plus en plus difficiles et une maîtrise de la chaîne de l'approvisionnement qui est de plus en plus fragile. En témoigne la réélection récente de M. Trump aux États-Unis, le chantre du protectionnisme américain. Donc ma question pour vous, monsieur le député, c'est notamment après la publication du rapport de Mario Draghi, comment est-ce qu'on est en train d'assister à un bouleversement finalement durable de l'ordre géopolitique mondial et qui doit forcer l'Europe à vraiment mettre les bouchées doubles pour renforcer sa souveraineté, tout simplement via des investissements massifs? Oui, bien sûr, je pense. Durable, je ne sais pas. En tout cas, pour quelques dizaines d'années. On sort du monde de la mondialisation dite heureuse où
il n'y a aucune barrière douanière, tout le monde va bien, c'est super, tout le monde s'enrichit. Non, ça n'existe plus, notamment parce que d'abord les Chinois, leur économie a explosé, que les Américains ont changé de stratégie depuis maintenant quelques présidents américains. Donc nous, pardon de revenir un peu en arrière, mais ça fait 7 ans qu'en Europe, on pousse un agenda de souveraineté. Europe de la défense, souveraineté technologique, souveraineté industrielle. Il y a 7 ans, on se foutait un petit peu de nous. Vous savez, qu'est-ce qu'ils nous racontent, ces gens-là? Maintenant, de fait, les faits ont montré que c'était ça qu'il fallait mettre en haut de l'agenda. Et la bonne nouvelle, c'est que la majorité de nos partenaires européens sont convaincus que c'est important. Donc, il faut le faire. Maintenant, il faut le faire. On a déjà passé la première étape de conviction. Maintenant, il faut le faire vraiment. Donc, l'Europe qui est ouverte à tous les vents, qui est la seule à respecter des règles du commerce mondial, d'avoir un système totalement libéral, ça c'est bien quand tout le monde le fait. Quand personne le fait, c'est complètement con. Pardon de le dire comme ça. Donc, il faut qu'on réagisse. Donc on fait la taxe carbone, mais si les Américains nous mettent des taxes douanières, il faudra qu'on en mette aussi. Je veux dire, si on est dans un rapport de force. La bonne nouvelle, et c'est pour ça qu'on construit l'Europe, c'est que Europe, Chine, États-Unis, c'est la même taille. C'est le même niveau de richesse, à quelques pourcents près. Et donc, c'est pour ça qu'on crée l'Union européenne. C'est pour avoir la masse critique pour se battre face aux États-Unis, à la Chine et au reste du monde. Donc, il faut qu'on utilise cette force-là. Voilà, ça ne sert à rien de faire l'Union européenne et de se donner beaucoup de complexité supplémentaire à faire l'Europe. Moi, je suis à 4000% pro-européen, si on n'utilise pas la puissance européenne. Et la puissance européenne, elle est énorme. Et donc, il faut qu'on l'utilise beaucoup plus que ce qu'on l'utilise aujourd'hui. Et donc, il faudra faire tout ce qu'il faut sur la souveraineté, sur les barrières douanières, sur les règles qu'on impose pour utiliser cette force dans un sens positif, pas seulement en étant défensif, mais aussi pour être exemplaire et embarquer le reste du monde. Moi, je pense qu'on ne fait pas la transition écologique autour de toute la planète sans l'Union européenne. Parce que si on le fait que en français, on peut être la plus grande nation verte au monde, ce qui est notre objectif, avoir des super résultats. On est trop petit pour embarquer tout seul le reste de la planète. Par contre, si on arrive parce qu'on est exemplaire, on embarque l'ensemble de l'Union européenne sur les meilleurs standards et qu'on est le premier continent vert au monde, c'est comme ça. C'est la taille qui permet d'embarquer les autres continents. Voilà, donc il faut qu'on y aille à fond, en défensif, mais aussi à l'attaque. Ok, ben merci beaucoup. Alors, si j'essaye de faire un petit résumé de ce qu'on s'est dit là, c'est que effectivement, l'Europe a pris du retard aujourd'hui dans l'industrie de la batterie vis-à-vis d'autres puissances, qu'elle rencontre des difficultés. Néanmoins, qu'il faut continuer les efforts qu'on a déjà mis en place, il faut les décupler, entre guillemets, le combat n'est pas perdu. Donc, et je partage complètement le message d'optimisme. Et je peux t'interrompre? Vas-y, bien sûr. Mais surtout, on est au début du combat. En fait, il faut se rendre compte de où est-ce qu'on était dans les 30 dernières années. Tous les gens qui ont plus de 25 ans dans cette salle ont voté pour inclus moi, ont voté pour des responsables politiques de gauche et de droite qui ont considéré que l'industrie, c'était un truc de plouc et qu'il fallait laisser ça aux Chinois. Et on a laissé partir toutes nos industries en Chine. Alors, c'était super pour les Chinois parce que ça a sorti des centaines de millions de Chinois de la pauvreté. Alors, ravi pour eux. Mais je pense que c'était une erreur. Et donc là, et c'est un peu ce que vous disiez, c'est un changement à 180 degrés. Il faut renverser totalement la vapeur et faire revenir les usines parce qu'on a envie de réindustrialiser, on a besoin d'emplois, on a besoin de créer de la valeur, mais surtout si on veut faire la transition écologique, c'est pas en envoyant des usines en Chine où ils ne feront pas ça avec du zéro carbone. Il faut qu'on le fasse ici, chez nous. Voilà. Donc, moi, pareil, je suis optimiste. C'est-à-dire qu'on est au début du chemin, on voit les résultats, mais c'est clair qu'on est au début du chemin. On est très, 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 très loin encore de là où on voudrait être et on devrait être. Ce qui est une excellente transition avec là où je voulais en venir. En fait, pour prolonger ce message d'optimisme, on a quand même en Europe, et en France en particulier, un atout de taille qui est l'économie circulaire, où on est pionnier. On a une industrie circulaire, pas que dans la batterie, mais notamment dans la batterie, qui est innovante et que nos voisins commencent à nous envier
Mais là, on est à un enjeu critique de pouvoir justement développer cette industrie. Donc ma question, elle est pour vous, Monsieur Marion, mais comment cette économie circulaire, et vous avez déjà commencé à l'aborder tout à l'heure, doit-elle jouer un rôle pour renforcer à la fois la souveraineté de l'industrie européenne dans la batterie et dans les autres secteurs, et intégrer vraiment la composante de durabilité dont l'Europe se fait le promoteur? Mais si on revient une seconde sur la question européenne, mais pour répondre à votre question, hein, j'étais hier, par hasard, hein, à la Commission européenne pour rencontrer la DG Gros, donc croissance, comp, ENR, ENV. Et il y a un mot qu'on n'assume pas, que la Chine et les États-Unis assument très bien, c'est le protectionnisme. Et donc on tourne un peu autour de ce mot-là, mais sans jamais se le dire, et en cherchant les biais qui vont nous permettre de quand même faire du protectionnisme sans le dire. Et on a quand même un grand avantage, c'est notre mix énergétique, c'est notre qualité environnementale, c'est notre protection sociale, qui fait que si on base des standards d'importation sur base des standards européens, dans le fond, on arrive à faire du protectionnisme sans le dire, en disant on va imposer des standards de qualité environnementale, par exemple sur le recyclage, sur la incorporation, sur la réutilisation, sur ce qu'on veut. Et ces standards doivent s'imposer à tous. Et à partir de ce moment-là, on bénéficie de fait de nos qualités intrinsèques en Europe. Autre difficulté que j'ai constatée hier, mais qu'on connaît tous, c'est qu'en fait, on est, oui, un grand bassin industriel, un grand bassin d'emploi, un grand bassin économique, mais on est tous très différents. Dans notre mix énergétique, il y en a pour qui le problème, c'est de décarboner le charbon. Nous, on n'a pas vraiment ce problème-là. On a Saint-Avold, on a Cordemais, mais on n'a pas vraiment ce problème-là. On a du nucléaire et donc on est décarboné. Et donc, on tourne aussi un peu entre nous en se disant, mais comment est-ce que la réglementation européenne qui va s'imposer aux États membres bénéficiera effectivement à l'ensemble des États membres et ne viendra pas bénéficier plus à la France par son mix décarboné, par exemple, ou plus à la Pologne, plus à l'Allemagne, parce qu'ils ont des dynamiques différentes. Mais je pense que on est quand même sur la bonne voie sur ce sujet. Et puis, pourquoi est-ce que c'est important, en particulier en France, même si ces sujets-là sont d'un point de vue réglementaire très drivés par les réglementations européennes? Parce qu'on a pris en fin de compte, en fait, un certain temps d'avance en économie circulaire dans le sens de l'économie, dans le sens de la capacité à créer de l'innovation, à créer des usines de réemploi, de recyclage, de toutes ces choses qui n'ont pas toujours réussi, mais qui ont été des galops d'essai, d'expérimentation, de sujets sur lesquels on peut s'appuyer désormais pour dire ça, on sait que ça fonctionne, on sait qu'on peut y aller, on peut y trouver de l'économie moyennant de la réglementation et des financements souvent publics, mais on sait que ça fonctionne, et on recrée sur nos territoires de l'emploi, de la formation, de la réintégration de compétences, qui sera, à mon avis, pour l'étape d'après, l'exportation de notre savoir-faire en France et dans le monde. Parce que ces pays-là dont on parle, les États-Unis et la Chine, en fait, à un moment donné, la Chine va très vite sur ce sujet-là, vont aussi chercher à se décarboner et améliorer leur impact environnemental. Et là, on aura aussi un avantage compétitif sans aucun doute. Et alors, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'en plus de justement participer à créer des emplois, etc., si on met l'économie circulaire au regard des difficultés qu'on a évoquées en introduction, que peuvent rencontrer les gigafactories du véhicule électrique, pour ne pas les citer, l'une de ces principales difficultés, c'est la maîtrise de la chaîne d'approvisionnement et des ressources. Et alors moi, j'aime bien rappeler, donc c'est un peu provocatif, mais provocateur, mais l'Europe est dotée du plus gros gisement de lithium au monde, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Seulement, il n'est pas dans nos sous-sols, il est dans vos poches, il est dans vos smartphones, enfin dans nos smartphones, dans nos voitures, dans nos vélos, etc. Et donc, là, une question pour vous, Emmanuel, mais comment est-ce qu'on peut faire de ce gisement une vraie force pour l'Union européenne? Comment est-ce que les éco-organismes, notamment Screlec, vous construisez votre stratégie pour pouvoir valoriser ce gisement dans une boucle d'économie circulaire et finalement réduire la dépendance vis-à-vis de l'accès aux ressources? Ce que je voudrais dire, c'est que justement, tout s'organise, si j'ose dire. Il y a eu la volonté de la part de l'Europe d'harmoniser sa gestion de la fin de vie des batteries à travers un nouveau règlement. Ce qui veut dire que tout le monde aura les mêmes règles. Et ça va s'imposer de la même façon dans tous les pays. Donc, ce qui est essentiel pour nous, c'est justement que l'équation, depuis l'amont jusqu'à l'aval, puisse fonctionner. Mais pour qu'elle puisse fonctionner, il faut que les acteurs se mettent à la dimension des gisements. C'est un peu notre inquiétude aujourd'hui. Et donc, il faudra
laisser la place aux acteurs du recyclage, bien entendu, parce qu'in fine, toutes les batteries finiront recyclées. Enfin, on fera tout pour que la majorité d'entre elles rentrent dans ce circuit-là, mais il faudra aussi structurer une autre activité préalable qui n'existe pas aujourd'hui ou qui n'est pas assez renforcée, qui est celle de la deuxième vie, du réemploi et de tout ce que l'on pourrait faire à partir de batteries qui n'ont pas tout à fait fini leur vie et qui pourraient encore rentrer dans différents circuits. Donc le rôle des éco-organismes, moi j'en suis un tout petit, hein, je ne suis pas un acteur essentiel, c'est justement Je ne suis pas d'accord avec cette affirmation. Merci, mais j'ai conscience de ma place. Et justement, c'est de se dire que demain, il faut qu'on soit plus efficace qu'aujourd'hui. Et donc, quelles sont les réponses qu'on n'a pas apportées, quelles sont les solutions qu'on n'a pas envisagées et comment on arrive à mobiliser les personnes. Moi, je dis toujours, je ne peux recycler que ce qui tombe dans nos outils de collecte. Alors, on fait tout pour que ce gisement soit de plus en plus important, mais il faut qu'il y ait une prise de conscience de tous les acteurs. De la même façon, si demain on veut proposer des batteries de deuxième vie, il faut qu'elles trouvent leur place sur le marché. Il faut que les acteurs, les consommateurs aussi disent bah, cette batterie-là, elle a du sens. Donc, elle fait partie de mon équation et je vais me tourner vers ce type de produit. Donc, si on veut soutenir une industrie et une filière qui soit en responsabilité, il faut que tous les acteurs, quels qu'ils soient, bah, jouent un rôle actif. Et je pense que si on le fait tous, on pourra voir émerger des solutions beaucoup plus ambitieuses que ce qu'on a aujourd'hui. Oui, tout à fait, merci. Alors, on a évoqué hein, justement la responsabilité de chacun. Il y a un mot hein, là-dessus qui en fait régit toute l'économie circulaire en France, c'est la responsabilité élargie du producteur qui a été introduite, enfin qui a été consolidée notamment dans la loi AGEC. Loi AGEC, loi française, qui est vraiment, alors je vous laisse me contredire, mais avant-gardiste hein, en Europe. Donc, ma question hein, pour vous trois, mais c'est à quel point est-ce que cette loi doit être répliquée ou élargie à l'ensemble des pays européens? Et comment est-ce qu'on peut faire de ce principe de la responsabilité élargie du producteur qui vise à financer la fin de vie des produits pour démocratiser et décupler l'économie circulaire, notamment celle de la batterie? Alors, je vais répondre juste pour moi. Le souci auquel on est confronté aujourd'hui, c'est que les acteurs qui sont nos adhérents nous versent des contributions pour qu'on puisse se saisir de leur gisement. Mais je pense malgré tout, et c'était un point essentiel dans l'introduction, que plus de 80% des batteries sont fabriquées en Chine. Donc, rendez-vous compte qu'elles sont fabriquées à 10 000 km de notre pays. Comment on peut faire, nous, pour peser, alors qu'avec notre taille ici en France, dans une structure et une équation que eux ne connaissent pas, comment on peut les sensibiliser sur le fait qu'ils doivent déjà développer des produits avec une éco-conception qui est adaptée à la seconde vie, voilà. Et comment on peut les sensibiliser sur le fait qu'ils doivent, par exemple, intégrer des matières premières secondaires. Le problème auquel on est confronté, il nous dépasse un petit peu aujourd'hui. C'est que l'usine du monde, c'est la Chine. Et pour faire fonctionner cette usine du monde, elle a besoin de matières premières. Alors, ce n'est pas propre à l'industrie des batteries, hein. Et on sait très bien que les Chinois sont gros consommateurs de matières premières, issues du recyclage ou non, et donc vont avoir un rôle essentiel, enfin, ils vont peser pour que ces matières premières, notamment la black mass, reviennent vers la Chine. Donc, si on veut être souverain, il faut qu'on travaille à tous les niveaux. Et il faut qu'on travaille aussi au niveau de la production. Donc, on a les gigafactories qui vont nous aider, mais il faut aussi que les gigafactories de demain, ou celles qu'on a aujourd'hui, puissent intégrer déjà du recyclé. Donc, qu'on fasse tout pour vraiment conserver sur notre territoire cette valeur, ce savoir-faire, ces compétences. Et donc, si je pense qu'il y a une association de toutes les parties prenantes, je pense qu'on peut envisager de beaux résultats. Mais il y a encore des évolutions à faire. Et je pense que nous, on serait les premiers satisfaits de voir que l'industrie européenne se saisit de la problématique de production des batteries et qu'on devient de plus en plus autonome. Parce que je pense qu'avec 83%, j'ai peur que notre autonomie soit quand même en danger. Ouais, alors ça fait le lien avec peut-être la partie moins reluisante hein, vis-à-vis de l'économie circulaire, qui est les freins aujourd'hui qui pèsent sur cette économie. Il y en a plein, je vais vous inviter à partager ceux que vous avez identifiés. Moi, celui que je voudrais mettre en avant et qui n'est pas lié spécifiquement à l'industrie de la batterie, c'est le passage à l'échelle. On a dit qu'on avait une industrie circulaire, innovante, compétitive, pionnière. On pourra revenir sur tous ces avantages, évidemment, je me ferai un plaisir de les détailler. Néanmoins, pour qu'elle puisse vraiment passer à l'échelle et absorber le volume qu'on a besoin d'absorber pour qu'il ne ressorte pas de nos frontières, il faut qu'on puisse l'aider à passer à l'échelle. Et ça, c'est des choses
qu'en Europe, si je ne me trompe pas, on a peut-être moins de facilité à faire qu'aux États-Unis ou en Chine. Donc, comment est-ce que politiquement, comment est-ce que économiquement, comment tout simplement est-ce qu'on fait pour pouvoir faciliter ce passage à l'échelle des pépites d'aujourd'hui et des fleurons de demain? Écoute, pour répondre aussi un tout petit peu à la question d'avant, je pense loi AGEC, évidemment, très bien. Il faut aller au bout parce qu'il y a encore beaucoup de choses, de décrets à prendre, de tests qui ont été faits qu'il faut généraliser. Et quand on fait une bonne réglementation au niveau français, généralement, on arrive à effectivement l'étendre au niveau européen. C'est arrivé très souvent. Beaucoup des régulations européennes viennent des régulations françaises, mais aussi allemandes. Mais quand on fait un truc bien, on arrive à le répliquer. Donc, c'est le double objectif de faire quelque chose de bien, c'est que ça marche bien en France, mais en plus, on fait le super bingo, c'est qu'après, ça marche, c'est la même réglementation partout en Europe et ça simplifie la vie de nos acteurs français. J'ai oublié ton autre question, pardon. Alors, le passage à l'échelle. Le passage à l'échelle. Alors, moi, un point, c'est que je pense que l'OAGEC est tout super. Je vois quand je fais beaucoup de startups dans le réemploi, Back Market, Murphy, Underdog, vous, etc. Vous avez, à chaque fois, vous êtes les pros pour me faire la liste des 10 trucs qui, dans la réglementation, ne sont pas du tout optimaux. Donc, ce qui montre qu'il y a vraiment beaucoup de trous dans la raquette et qu'il faut qu'on arrive, je pense qu'on a été très bon dans les 10-20 dernières années à pousser vers le recyclage. Maintenant, il faut qu'on fasse en sorte que ça pousse d'abord vers le réemploi avant d'aller au recyclage. Donc, moi, je vais travailler sur une proposition de loi sur ce sujet-là, sur l'économie circulaire. Donc, je fais un petit appel à tous ceux qui veulent y contribuer et que vous me repassiez toutes vos listes de choses à changer très, très concrètes. Mais oui, je pense on a posé des pierres, mais il faut qu'on massifie le sujet, qu'on enlève toutes les barrières et qu'on ne se trompe pas. C'est réemploi d'abord, recyclage ensuite. Et je pense qu'on peut effectivement en faire une industrie distinctive au niveau mondial et qu'on ira revendre à l'étranger après. Ouais, alors, si vous voulez réagir, pardon. Je viens dire un mot. Je viens dire 2 mots. La loi AGEC, bon, plein de choses bien, vous l'avez dit, monsieur le député. Sur les REP, il y a la multiplication des REP d'abord, qui est un truc un peu unique en Europe. Et il y a aussi et surtout, je dirais, le fait que la REP, elle sort de son champ de compétences historique qui était la gestion de déchets pour entrer sur l'accompagnement du réemploi, de la matière première, etc. Et là, quand même, cher Emmanuel, ça pose juste un petit problème. Je pense que les acteurs des filières REP vont devoir opérer leur mue parce que ceux qui sont à la gouvernance des filières à responsabilité élargie du producteur ont tout intérêt économique à mettre sur le marché plutôt que de réemployer. Donc, 2 choses là-dessus. Premièrement, il y a cette mue à opérer parce que économiquement, c'est en fait pas dans leur ADN. Et deuxièmement, il y a la portée européenne parce que ce truc-là qui doit coûter 500 ou 600 €, c'est 80 matériaux, matières premières, 50 métaux. Mais si on veut recycler chacun de ces métaux-là, aujourd'hui, ça devrait coûter, là, ce qu'on a dans notre poche, on l'avait calculé il y a quelques années, à peu près 15 000 €. Le coût du recyclage de chacun des métaux et des matériaux de ce truc-là, c'est la réalité environnementale d'un téléphone, c'est 15 000 €. Et on n'y arrivera pas si on est à l'échelle française. C'est d'où l'intérêt de la dimension européenne. On y arrivera si on a des industries à l'échelle massifiée européenne qui arrivent à rendre le coût du recyclage, de la revalorisation de chacun de ces matériaux à des coûts qui soient jamais vraiment compétitifs par rapport à la matière première importée de Chine ou d'ailleurs, mais que ce soit à peu près à l'échelle quand même, quoi. Et ça nécessite donc, je pense que ce serait utile que cette nouvelle responsabilité apportée aux éco-organismes au titre du principe pollueur-payeur soit étendue au moins dans la philosophie à l'échelle européenne. Ce qui est partiellement le cas. Alors, je vous laisse réagir, Emmanuel, mais il me semble qu'il y a quand même aujourd'hui une association des éco-organismes européennes et peut-être des démarches pour pouvoir
unifier les éco-organismes à l'échelle européenne ou alors c'est vraiment encore très balbutiant Non, alors, dans notre filière, il existe une représentation des éco-organismes européens, justement parce qu'on est assujetti à un même règlement européen. Donc, on défend des positions qui sont harmonisées. Il existe aussi une association une future association des éco-organismes ici en France. Mais je pense aussi que le rôle des éco-organismes, il doit être un petit peu repensé. En ce qui nous concerne, on existe depuis 25 ans. Je pense qu'on a un fonctionnement qui aujourd'hui peut-être n'est plus adapté aux ambitions que l'on doit avoir demain. Je pense qu'on doit soutenir beaucoup plus que organiser. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est quelqu'un qui accompagne, qui finance là où il y a des difficultés pour mettre de l'huile dans les rouages et faire intégrer les déchets dans les bonnes filières. Mais je pense que notre valeur ajoutée, en fait, elle n'est pas là. Elle est à apporter de la compétence à tous les acteurs, depuis l'amont jusque l'aval. On devrait être une sorte de super bureau d'études. Quelqu'un qui est en capacité de dire, voilà, on vous fait des préconisations pour concevoir votre batterie, on vous fait des préconisations pour optimiser la logistique, on vous fait des préconisations pour... Aujourd'hui, on est plutôt un acteur qui accompagne. Et on n'apporte pas assez de valeur ajoutée, je pense, hein. Et on n'impose pas suffisamment aussi à nos adhérents, il faut le reconnaître, des obligations qui permettraient de faire changer, de faire accélérer ce mouvement de l'économie. Alors, c'est génial parce que je vois quand même deux très bonnes nouvelles. Déjà, c'est que vous êtes tous les trois d'accord et que à trois, vous représentez finalement tout à fait, mais finalement, vous êtes représentatif à votre échelle des trois forces, des trois composantes qui peuvent permettre d'avoir cette bascule. C'est-à-dire à l'échelle politique, de faire en sorte que le réemploi soit la première étape plutôt que le recyclage, ce qui, on en convient, est quand même l'ordre le plus logique. Du point de vue de l'ADEME, vous avez un rôle, à mon avis, essentiel à jouer dans la quantification des impacts, dans la mesure. Il y a un observatoire du reconditionné qui a été piloté par l'ADEME sur le matériel IT, qui est génial, qui fait aujourd'hui vraiment consensus et qui permet d'aiguiller tous les acteurs de la filière et notamment les pouvoirs publics. Donc, question, à quand l'observatoire de la batterie, du réemploi de la batterie? Et ensuite, les éco-organismes, vous êtes vraiment la partie opérationnelle, si je puis dire, ou en tout cas coordinatrice, qui peut mettre en musique tout ça. Donc le fait que déjà il y ait un consensus dans le fait, même si effectivement il y a un problème d'échantillon, un consensus dans le fait que cette loi AGEC et ce principe de la responsabilité élargie du producteur est quelque chose qui est une très bonne idée, mais qui nécessite maintenant d'être adapté à la réalité du marché et amélioré, c'est, je pense, une excellente nouvelle. Moi, ce que je voudrais ajouter, c'est que tout fonctionne si on arrive à faire une place sur le marché au recyclé ou au réemployé. Là, il y a Orange qui fait des pubs maintenant pour des téléphones qui sont remanufacturés. Il y a 10 ans, on ne les aurait pas vus. Parce que on n'associe pas en termes de qualité en disant, oula, c'est un téléphone qui va peut-être pas bien fonctionner, je ne vais pas acheter ça. Mais aujourd'hui, il y a un changement profond de la population qui s'opère. Et si on veut faire perdurer une équation qui mette en place des batteries de seconde vie, il faut que le consommateur soit acheteur de ces batteries de seconde vie. Sinon, ça ne marche pas. J'ai travaillé dans beaucoup d'autres filières où le problème, c'était toujours la place du recyclé par rapport au vierge. Si le recyclé ne trouve pas son équation, personne n'en veut, ou pas aux conditions économiques auxquelles il est proposé sur le marché. Donc c'est ça qu'il faut travailler, c'est aussi reboucler la boucle pour que le consommateur se dise « je décide d'acheter ce produit-là ». Et donc j'y donne du sens et je valide cette catégorie de batterie. Et alors, il y a un consommateur qui est particulier, hein, qui est les pouvoirs publics. Et la loi AGEC prévoit que la commande publique réserve une partie, alors c'est des quotas qui varient de 20 à 40% de ses achats sur des produits qui sont issus de l'économie circulaire. Aujourd'hui, c'est quand même peu appliqué. Donc, ça fait notamment partie des recommandations qui ont été faites par la commission d'évaluation de la loi AGEC pilotée par Valérie Rioton. C'est vraiment utiliser ce levier de la commande publique qui va pouvoir ensuite entraîner les consommateurs dans son sillage. Et ça, c'est quelque chose que tous les acteurs du réemploi attendent avec impatience. J'ai l'impression que vous souhaitiez non, pas réagir. Oui, enfin, c'est l'article 58, hein, la loi Tout à AGEC. fait. C'est Véronique Rioton et Stéphane Delotrette. Ils étaient deux sur l'évaluation de la loi Tout à AGEC. fait. Voilà. C'est, je pense, effectivement un vrai levier. C'est un vrai levier.
Heu, Parce qu'on résout une partie de l'équation économique aussi, en faisant en fait, en imposant. Mais d'un point de vue de l'organisation, pour les acteurs publics, je crois que c'est quand même très compliqué. C'est pas qu'ils veulent pas le faire ou c'est pas, mais c'est juste que c'est très compliqué, en fait, à mettre en œuvre dans la commande publique. Et donc il faut le faire, mais je pense que c'est plus les acteurs individuels et entreprises qui massivement représentent le plus grosse part du marché. Il faut le faire, mais c'est vrai que tu as plein de petits freins quand l'État achète des meubles. En fait, la façon dont les appels d'offres sont faits, tous les bureaux doivent être pareils. Donc quand tu achètes du réemploi, où tous les bureaux sont pas tous pareils et c'est très bien, tu vois, tu sors des cases. Donc il faut réussir à élargir les cases. Donc il y a la partie obligation contrainte, mais il y a la partie adaptation du processus d'achat et le diable est dans les détails. C'est pour ça que c'est un peu compliqué, mais il faut absolument le faire. Ouais, c'est alors un choc de simplification. J'ai lu une interview de Stéphane Séjourné qui appelait ça de ses vœux là récemment, à l'échelle française, à l'échelle européenne. Mais je pense qu'en Europe, on est très fort pour mettre des règles avant d'avoir un marché. Donc maintenant, il faut simplifier les règles pour permettre au marché de se développer. Et je pense que c'est un véritable enjeu. On va arriver du coup au bout de ces échanges. Peut-être je vous laisse l'opportunité d'offrir une perspective, d'apporter une recommandation, hein, pour pouvoir bah, justement comment dire, euh, permettre à l'industrie européenne de la batterie d'aller vers cette souveraineté et cette durabilité grâce à l'économie circulaire qui doit jouer un rôle, mais pas le seul, grâce aux champions européens qui aujourd'hui sont en difficulté, mais qui sont quand même, disons-le, pas morts, hein, et qui ont encore beaucoup à faire et qui ont une croissance et un développement qui est plus compliqué que prévu, mais il faut pouvoir les aider. Donc, est-ce que vous avez voilà, un mot de conclusion à apporter là-dessus? Pas cette question-là. Mais sur ce qu'est Voltaire quand même. Mais comme exemple, hein, et j'ai visité évidemment votre site de production là, parce que c'était aussi simple, il est juste à côté d'Angers, le siège de l'ADEME est à Angers, bon. C'est pour ça qu'on l'a choisi ici, hein. Oui, je sais bien, merci beaucoup d'ailleurs. En fait, 95 ce qui est vraiment étonnant quand on visite, l'installation, c'est que 95 de la batterie que vous accueillez fonctionne. Je dis 95, c'est peut-être 99, voilà. Ça fonctionne. C'est juste un peu comme si dans un téléphone, on avait un microprocesseur ou un petit truc qui était dessoudé et qui fait que l'ensemble ne fonctionne plus, alors qu'en réalité, la grande majorité de ce que vous réutilisez, de ce que vous remployez fonctionne. Et fonctionne d'ailleurs tellement bien qu'au bout du compte, vous recréez des batteries à partir des modules fonctionnels qui font une batterie nouvelle qui fonctionne aussi bien que la batterie ancienne. Alors derrière, il y a du process industriel. Hein, on ne prend pas son voltmètre pour vérifier, voilà, il y a des process industriels. Mais en fait, c'est très optimiste de voir ça. Je ne sais pas si c'est l'avenir de Voltaire ou si c'est l'avenir d'un autre acteur qui fera la même chose, mais c'est vraiment enthousiasmant de voir que des acteurs se disent, finalement, on se débarrasse d'objets qui, à 99%, fonctionnent encore très bien, sont d'une qualité équivalente au neuf, et on les récupère pour en faire quelque chose qui sera à neuf. Donc il y a la question évidemment du consommateur, mais est-ce qu'il en voudra parce que c'est de la seconde vie et c'est du mal. Bon. Et donc derrière ça, il y a des questions qu'on n'a pas abordées aujourd'hui, mais qui sont en fait la norme. C'est quoi la norme en économie circulaire? Comment est-ce que la norme répond à cette circularité alors qu'elle est basée plutôt sur une linéarité? Mais je constate, c'est l'exemple de Voltaire, mais on en a plein d'autres dans les dispositifs qu'on a aidés, dans les initiatives qu'on a aidées, de gens qui se disent simplement, mais en fait, ce truc-là, il fonctionne à 89%, il peut vivre encore 20 ans, il peut doubler ou tripler sa durée de vie. Il suffit juste d'avoir l'intelligence de se dire, on va poser un acte d'ingénierie et d'industrialisation là-dessus et ça va fonctionner. Moi, ce que je voudrais dire, c'est qu'il ne faut pas rater le virage du réemploi de la seconde vie, parce que ce n'est pas un virage que français. Tout le monde doit le faire. Ça va venir chez nos partenaires européens, et donc nous, on doit se structurer pour. On doit répondre à la demande. Qu'est-ce qu'on fera, nous, si demain on collecte des batteries et qu'on n'a pas d'acteurs sur le territoire qui ont capacité de les absorber pour leur proposer une deuxième vie? Ça serait dramatique. Donc il faut que aussi il y ait des investissements au même titre qu'une industrie du recyclage. Moi, ça me paraît essentiel. Si on veut demain avoir des produits qui puissent être en regard des attentes des consommateurs ou même des entreprises qui les fabriquent, eh ben, il nous faut des acteurs du réemploi. C'est incontournable. Moi, mon inquiétude aujourd'hui, c'est qu'à partir du mois d'août, le gisement sur lequel je vais devoir opérer, il va être multiplié par 10. Qu'est-ce que je fais des batteries que je vais collecter qui pourraient aller
en réemploi, deuxième vie, si j'ai pas d'acteurs pour les traiter? Ça va être dramatique pour nous. On va essayer, on va faire le maximum pour les récupérer. Non, mais ce que je veux dire, c'est que ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas rater le virage. C'est vraiment essentiel. C'est essentiel. Je pense que ça soutient le discours, ça appellera à être beaucoup plus vertueux de l'amont jusqu'à l'aval. Et il nous faut des partenaires comme Voltaire pour justement répondre à nos attentes et aux attentes de tous les acteurs de la filière. Je vais le dire quasiment la même chose, mais avec des mots différents. Mais c'est dire, je pense qu'il faut accélérer, parce qu'il faut qu'on accélère sur tous nos sujets de transition écologique. Même quand ça va mal et même quand il y a une conjecture qui n'est pas super. Deux, il faut qu'on fasse Draghi et qu'on massifie tous les financements et qu'on accepte de générer de la dette au niveau européen pour aussi financer tout ça. Parce que les États-Unis et la Chine, ils ne se gênent pas pour générer de la dette pour financer ce qu'ils veulent financer eux. Et donc, il faut y aller. J'ai pas de doute qu'on aura les bonnes régulations et tout. J'ai beaucoup plus de stress sur notre capacité à financer tout ça et à vous financer vous et que vous ayez les bons financements pour vous développer. Et trois, il faut qu'on embarque globalement beaucoup plus parce qu'il y a quand même au moins un tiers des Français et des Européens qui sont très éloignés de tout ça et qui considèrent que franchement, c'est pas du tout la priorité. Je rappelle que dans le programme de Marine Le Pen, qui ce matin dans les sondages est à 38% pour la prochaine présidentielle, son programme sur l'écologie, c'était on va démonter les éoliennes. C'est une façon de dire, sans le dire, tout ça on s'en fout. Donc il faut qu'on embarque massivement l'ensemble des Français et des Européens. Et un point, je pense, moi, qui peut parler à une partie, c'est d'abord, de montrer une vision positive de l'écologie. C'est possible, on va y arriver. La lumière au bout du tunnel, on a dramatisé pendant 20 ans, c'est très important de dramatiser. Mais moi, des gens comme moi, je suis beaucoup plus excité par des histoires positives que par les trucs dramatiques qui me font fuir. Et un exercice, moi, qui m'a beaucoup excité, c'est peut-être mon petit côté ingénieur, mais je pense qu'il y en a beaucoup dans notre pays, c'est la planification écologique. On a fait une planification écologique au niveau de la France et ça montre que l'équation, on sait la résoudre. C'est possible. Alors, c'est très dur. Il faut qu'on soit très bon sur 50 leviers. Mais si on fait bien tous nos leviers, on va y arriver. Et donc, je pense que cette planification écologique, il faut qu'on la fasse au niveau de l'Union européenne et qu'on embarque tout le monde avec ça. C'est un des éléments, pas que ça, mais de montrer qu'on peut y arriver. Il faut, je pense qu'il y a plein de gens qui se mobilisent sur des crises, des drames et de la dramatisation, mais il ne faut pas oublier l'autre moitié de la population qui se mobilise quand elle se dit « Tiens, il y a un combat qu'on peut aller gagner, on va le faire tous ensemble ». Voilà, ça serait ma petite recommandation. Ben merci à tous les trois. Hein, et donc, si je peux réagir, mais sur un point qui... Oui, bien sûr. Mais en fait, je partage complètement votre optimisme, monsieur le député. Tout simplement parce que de là où nous, on est, on voit que c'est possible, en fait. C'est-à-dire, on l'a fait. On l'a fait. Donc, on sait prendre des batteries qui ont plus de 80% de performance résiduelle. On sait les démanteler via un processus efficace et innovant. On sait les tester. On sait les réutiliser. Et ensuite, on sait les vendre à des industriels français qui y trouvent de la valeur parce que c'est à la fois compétitif, parce que c'est performantiellement parlant tout aussi pertinent, désolé pour la phrase, ça a un niveau de performance qui est tout à fait compétitif par rapport à ce qu'on trouve dans l'économie linéaire, et parce que écologiquement parlant, c'est démontré, ça permet de réduire significativement l'extraction de matières premières, l'émission de gaz à effet de serre, etc. Et donc, on est fondamentalement optimiste parce que nous, on sait que c'est possible. Donc maintenant, il faut évidemment qu'on puisse grandir pour absorber les fameux gisements de demain. Voilà, je vous remercie à tous les trois du coup d'avoir échangé avec moi. Et puis je vous propose de passer à une session de questions-réponses. Et je vois qu'il y a déjà des mains levées. Et du coup, je ne sais pas s'il y a un troisième micro ou je donne le mien. Allez, hop. Bonjour, Denis Perron, Journal La Croix. J'ai deux questions pour monsieur le député. La première, est-ce que, on a parlé avec beaucoup d'espoir des gigafactories qui se sont implantées dans le nord de la France il y a deux ans à peu près.
Est-ce que nos industriels, c'est tant est qu'on puisse parler de nos industriels, puisqu'il n'y a pas que des Français dans l'eau, mais ont fait les bons choix technologiques? C'est pas tout à fait certain. Et la deuxième question, comment est-ce que vous réagissez? Là, on parle de souveraineté. Quand vous voyez que Stellantis crée une co-entreprise avec un acteur chinois de la batterie pour l'implanter donc en Espagne, est-ce que s'allier à des gens qui ont le savoir-faire mais qui sont chinois pour implanter des usines en Europe, ça fait partie d'une stratégie de souveraineté ou est-ce que quelque part on se tire une balle dans le pied? Alors, deux très bonnes questions. La Merci. première, je ne saurais pas y répondre. En vrai, est-ce qu'ils ont fait les bons choix technologiques? J'espère. S'ils n'ont pas fait les bons, ils changeront de technologie. Pardon de faire un peu simple, mais réindustrialiser, ça n'est pas que choisir la bonne technologie. C'est vraiment une aventure humaine. C'est des bâtiments, c'est embarquer des collectivités, créer des usines. C'est vraiment une aventure humaine. Donc, si il n'y a que la technologie à changer, c'est du boulot. Je suis d'accord. Mais c'est-à-dire que ça n'éteint pas tout le reste de ce qui a été fait, toute la dynamique. Donc c'est pour ça que je resterai sur ce que j'ai dit en début de table ronde. Je veux croire, mais je suis certain que on est dans des sujets qui sont conjoncturels. La demande, la direction, le besoin de faire ça, il est clair, au moins jusqu'à 2050 sur la transition écologique, et je pense au moins jusqu'à 2050 sur la partie souveraineté et la façon dont le monde est organisé. Moi, je n'aurais pas les mêmes réflexions politiques. Je suis un libéral, mais je ne suis pas un ultralibéral. Et ce n'est pas la même chose d'être libéral dans un monde où il y a 200 pays de même taille, sans barrière douanière, ou le monde dans lequel on est depuis un petit moment, où on a des très gros blocs qui font beaucoup de protectionnisme et qui ont décidé, pour certains, l'un d'entre eux, c'est une démocratie, l'autre, ça n'est pas une démocratie, mais donc c'est pas les mêmes personnes qui ont décidé, mais ils ont chacun décidé de leur côté. C'était America First et China First, mais China First, ça a toujours été le projet politique de la Chine depuis très, très, très longtemps. Donc, oui, difficile, oui, il y a peut-être des sujets technologiques, mais je pense qu'on y arrivera et qu'on est dans la bonne direction. Sur la deuxième question, très bonne question, parce que la souveraineté, ça n'est pas tout blanc ou tout noir. La souveraineté, ça n'est pas tout faire tout seul, en français ou en européen. Il n'y a pas un pays au monde qui fait ça, et ça serait vraiment idiot. Je pense qu'il faut... La souveraineté, c'est quand, sur une chaîne de valeur, on a au moins un endroit où on est incontournable. Ce qui fait que le jour où il y a une crise, vous êtes incontournable, donc vous avez un pouvoir et vous pouvez créer un rapport de force pour vous en sortir. Voilà, donc entre le truc où on fait tout seul et ça, il y a quand même un monde, beaucoup de zones de gris. Il y a des choses où on va y arriver, on peut être bon, et il y a des choses où on n'y arrivera pas. C'est quand on fait un programme comme France 2030, on met 54 milliards d'euros sur la table, on choisit une dizaine de priorités sur des sujets dont on pense qu'ils vont être très importants dans le futur, mais croisés avec des sujets dont on pense qu'on est en capacité d'être très bon et incontournable dans le futur. Mais il y a plein d'autres sujets qui passent à la trappe parce qu'on n'est pas sûr que ça va être des bons sujets ou parce qu'on est sûr qu'on n'y arrivera pas. En tout cas, on n'y arrivera pas dans les dizaines d'années suivantes. Donc, moi, l'idée que on s'allie avec... et pareil, la souveraineté, ça n'est pas je fais que des entreprises françaises européennes financées par de l'argent français européen. Je vais être ravi que nos entreprises soient financées par de l'argent américain. Tant mieux. Le plus il y en a, le mieux c'est. Je viens à la question parce que je sais que je ne réponds pas totalement au cœur. Mais moi, ça ne me choque pas du tout qu'on fasse des co-entreprises avec des entreprises étrangères. Si à la fin, on absorbe du knowledge et on crée de l'emploi en France ou en Europe, super. Il faut voir à quelles conditions. Mais super. Il y a plein d'autres pays. La Chine a fait ça. On a fait, quand on a lancé le nucléaire en France, hein, on a repris des technologies américaines. Hein, donc, aucun problème de faire ça si ça nous permet d'atteindre nos objectifs, transition écologique, réindustrialisation,
plein emploi, souveraineté technologique. Donc, j'y vois pas de difficulté. J'aimerais bien juste réagir, aller exactement dans ton sens, dans votre sens, monsieur le député. En fait, on a un espèce d'orgueil européen on était les premiers, on savait mieux faire, etc. Mais je veux reprendre l'exemple du nucléaire. On a développé des EPR, donc des réacteurs de troisième génération. On est en train de mettre en service le premier EPR à Flamanville là cette année, et c'est dans la douleur, tout le monde le sait. Ce qu'ont fait les Chinois, c'est qu'ils nous ont demandé de venir construire une usine avec eux, centrale nucléaire en Chine. Maintenant, ils font des EPR plus vite, plus compétitifs, etc. que nous. Et donc, je pense qu'il faut sortir de cet orgueil, etc. Il faut aller chercher la compétence là où elle est. Et aujourd'hui, ceux qui savent bien faire, vite faire et on va dire avec un bon rapport qualité-prix des batteries, c'est les Chinois. Donc, c'est pragmatique, tout simplement, dans l'industrie. Développer quelque chose qui existe déjà, c'est pas le plus intelligent. Il faut aller le chercher, mais après, dans certaines conditions, évidemment, etc. Oui, moi je suis pas pour une économie administrée et que c'est bien qu'il y ait de la concurrence. Et je reviens au programme France 2030. Je pense que c'est ça la force, c'est-à-dire que on savait faire. Tiens, toi tu vas faire Ariane Espace, toi tu vas être Airbus, faire des géants européens ou français comme ça, c'est bien, mais je pense que le plus efficace, c'est de trouver le bon intermédiaire. France 2030, on donne des priorités, on fait des appels à projets. Et sur nos startups du nucléaire, il y en a une dizaine qui émergent. Elles sont en concurrence. Sur le quantique, encore plus utile, parce qu'elles sont toutes en concurrence, mais elles ont quasiment toutes une technologie différente. Comme personne n'a aucune idée de quelle est la techno en quantique qui va marcher, je suis content qu'on n'ait pas mis totalement tous nos œufs dans le même panier. Parfois, quand on met les œufs dans le même panier, ça donne le Minitel, c'est super, ça fait beaucoup d'argent pour France Télécom pendant 10 ans, mais on a un peu loupé le côté Internet, quoi. Donc, je trouve qu'il faut trouver le bon équilibre. Le bon équilibre, c'est le type de programme comme France 2030 qu'il faut faire au niveau européen, Europe 2050. Ce qu'il faut, c'est les conditions à laquelle on fait ce type de co-entreprise. Parce que moi, j'ai beaucoup travaillé en Afrique avec Jumia. On voyait les entreprises chinoises venaient beaucoup faire du BTP en Afrique. C'était pas cher, c'était beaucoup moins cher que les entreprises françaises, mais ils venaient avec leurs ouvriers. Hein. Donc ça faisait pas un emploi pour les Africains dans ces pays-là. Les mecs venaient, ils construisaient la route et puis les ouvriers repartaient. Donc ça, ces conditions-là, inacceptables. Mais les conditions où en plus ces entreprises vont investir de l'argent et que ça va se transformer en salaire sur le sol européen, j'aimerais bien que ce soit en France. Si c'est en Espagne, c'est pas grave, ce sont des Européens. Mais moi, je trouve ça super. Hein. Il faut faire attention aux conditions. Mais pour le principe, il n'y a pas de problème de principe, à mon avis. Oui, moi je voulais soutenir ce qui a été dit. On sait qu'il y a une autre Gigafactory dans le Nord qui s'appelle Vercor, qui travaille en synergie, qui a eu des subventions européennes et françaises et qui travaille en synergie avec Renault. Donc c'est très bien. Si on arrive à avoir Stellantis qui participe avec KTL, qui fabrique une batterie sur 4 dans le monde, c'est pour vous dire la puissance de cette usine, et qu'on peut en récupérer une des compétences ou une certaine souveraineté, même si c'est via l'Espagne, je trouve que c'est plutôt une très très bonne nouvelle. J'aurais plutôt souffert si cet investissement avait eu lieu en Chine. Oui, Gilles Guillaume de l'agence Reuters, bonjour. Je voulais repréciser simplement la question précédente. En termes de choix technologiques, on a parlé beaucoup de NMC jusqu'à présent. L'Europe a été à fond sur le NMC pour rattraper son retard. Et là, on voit une autre technologie qui semble s'imposer, le LFP, qui semble répondre davantage aux besoins criants, notamment pour les véhicules électriques plus abordables. Donc, est-ce que justement, vous imaginez que les deux technologies vont cohabiter ou alors est-ce qu'il peut y avoir une erreur de choix au départ? Et de manière plus générale, comment projeter la réflexion sur la filière, la recyclabilité, les investissements, alors qu'on est toujours dans une période où les gens n'achètent plus de voitures électriques, pour faire simple. Comment faire cohabiter justement la nécessité de se projeter à long terme avec, sur le court terme, la demande qui n'est pas là? Je me permets de répondre rapidement, je vous laisse de commencer à répondre. Donc déjà, les gens achètent des voitures électriques, ils en achètent moins que ce qu'on avait anticipé, mais il y a quand même, en 2024, en France, 5% de croissance sur le véhicule électrique. Donc ils en achètent de plus en plus, mais un peu moins que ce qui était prévu. Sur l'aspect technologique, effectivement, c'est une super question. Donc
LFP, lithium fer phosphate, NMC, nickel, manganèse, cobalt. La différence, en fait, elle ne se résume pas dans il y en a une qui est mieux que l'autre. En fait, là où une technologie va permettre de meilleures performances, par exemple, en termes de capacité, elle va avoir de moins bonnes performances, par exemple, en termes de puissance. Je simplifie, mais c'est l'idée. Donc, les Européens ont fait des choix à une époque où le NMC était prioritaire. C'est à ce moment-là qu'ils ont lancé leurs investissements et donc construit leur ligne de production. Et aujourd'hui, il y a un revirement qui se fait sur le marché du véhicule électrique. Et qui explique que certains d'entre eux, notamment Northvolt, doivent adapter leur outil de production parce que le marché leur demande du LFP. Moi, je n'ai pas la réponse à cette question, enfin, un peu comme ce que vous avez dit. Si on se trompe et qu'on décide de changer, ça coûte de l'argent, il faut refaire, etc. Je voudrais juste pointer l'intérêt de l'économie circulaire à ce titre-là. Elle est agnostique. C'est-à-dire que chez Voltaire, et dans l'économie circulaire de manière générale, reconditionner, remanufacturer, réaffecter, peu importe le terme, une batterie NMC, c'est exactement la même chose qu'une batterie LFP. Vous avez un gisement à disposition, vous n'êtes pas tributaire de est-ce qu'on arrive à extraire du cobalt ou du lithium dans des mines au Chili ou au Congo. Et donc, c'est là aussi qu'il y a un intérêt. Alors, je ne cherche pas à opposer avec la fabrication de batteries neuves. De toute manière, pour faire des batteries remanufacturées, il faut des batteries neuves. Néanmoins, c'est un argument supplémentaire pour dire l'économie circulaire a des atouts vraiment de souveraineté et pas que de durabilité, en fait. Je ne sais pas si vous voulez compléter. Oui, non, d'accord avec ce que tu as dit. Moi, je ne sais pas dire quelle sera la technologie gagnante. Elles ont des caractéristiques différentes. Donc, voilà. Si on avait fait un mauvais choix collectif de techno, c'est con, mais c'est la vie. Enfin, je veux dire, c'est pas, faut pas que ça remette en cause le choix structurel qu'il faut qu'on électrifie notre pays, il faut qu'on électrifie notre continent, notre mobilité, et que pour ça, on a besoin de batteries. Donc, faut qu'on soit agile. Voilà. Donc, je ne sais pas dire quelle est la bonne techno, mais je dirais attention. Et pareil, sur les ventes de voitures électriques, elles restent en forte progression. De mémoire, je cite vraiment de mémoire, mais dans la planification écologique du gouvernement, je crois que pour tenir notre trajectoire, il faut qu'on ait 15% des ventes dans les prochaines années qui soient en électrique. Alors, je ne sais plus si on est exactement, mais on est en forte progression. Il faut faire attention. La courbe, elle est comme ça. Alors, ça fait un zigouigoui. Donc, quand ça baisse et que c'est plutôt une nouvelle industrie, ça stresse tout le monde. Mais ça va remonter. Hein. Je ne pense pas qu'il y ait un monde où on va se dire ah non, en fait, franchement, la voiture électrique, ce n'est pas une bonne idée. On va tous revenir au diesel. Donc, le truc va se faire. Il faut qu'on arrive à le faire le plus intelligemment possible, à la bonne vitesse, que ça coûte le moins cher possible industriellement, que ça ait le moins d'impact sur la vie des Françaises et des Français. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'on fasse les primes à la conversion, qu'on arrive à les financer, parce que de toute façon, c'est de l'argent public. Donc il y a bien un moment quelqu'un qui paye. Donc il faut qu'on trouve l'équation optimale. Mais je ne doute pas qu'on va électrifier 100% du parc à horizon de plusieurs dizaines d'années. Bonjour. J'avais juste une petite question. Guénolé Boileau, Actu Environnement. Vous avez beaucoup parlé de paysage industriel, mais je voulais savoir qu'est-ce qui vous manquait techniquement chez Voltaire pour parachever votre passage à l'échelle. Des sous. Paysage industriel, ça. Ouais, non, c'est une très bonne question. Techniquement, il nous manque finalement pas grand-chose. Hein. Nous, sans rentrer dans les détails, l'innovation technologique et on va dire la barrière qu'on a levée grâce à cette innovation, c'est le fait que on arrive à déterminer précisément la performance résiduelle d'une cellule et à garantir son utilisation en seconde vie. Or, ça, c'est difficile parce que vous ne savez pas comment une cellule de seconde vie donnée va se comporter en seconde vie si vous ne savez pas comment elle a été utilisée en première. C'est-à-dire vous pouvez déterminer sa performance à l'instant T, mais vous ne savez pas comment cette performance va se comporter en seconde vie parce que vous ne connaissez pas son passif. Et nous, on a créé une technologie qui repose sur des modèles à la fois physico-chimiques et des modèles statistiques pour pouvoir pronostiquer précisément comment une batterie va se comporter en seconde vie sans connaître justement ce passif. Donc technologiquement, après, il s'agit de pouvoir industrialiser tout ça.
L'industrialisation, nous, on distingue l'amont et l'aval. L'amont, c'est vraiment la partie je stocke des batteries usagées avec une réglementation très contraignante, c'est normal parce que c'est dangereux. Ça nécessite de mobiliser des capex importants pour pouvoir faire ça dans des bonnes conditions, mais on sait le faire. Et on a développé plein de solutions de stockage intelligentes, etc. Ensuite, le démantèlement des packs, on sait le faire. On démantèle des packs tous les jours dans notre usine. Et puis sur l'assemblage, alors assembler des cellules de seconde vie, je force un peu le trait, mais c'est rigoureusement la même chose qu'assembler des cellules de première vie. Et des gens qui assemblent des batteries dans le monde, il y en a qui le font très bien depuis des dizaines d'années. Donc là, on n'est pas particulièrement innovant, juste on s'inspire de ce que font les meilleurs. Voilà. J'espère que ça répond à votre question du coup. Bonjour, Jacopo Landi de Green Universe. Moi, c'est plus une curiosité, mais pourquoi on exporte de la black mass vers la Chine? Vous l'avez dit tout à l'heure en passant rapidement. Est-ce que c'est juste une question de taille de l'industrie européenne? Parce que vous avez l'air de dire qu'on est plutôt pas mal en économie circulaire. En fait, si vous voulez, il faut se rendre compte que enfin, ça paraît bête ce que je dis, mais le monde, il a changé. Par le passé, historiquement, l'Europe allait sur d'autres continents pour prendre les matières premières. Parce que là, on avait besoin pour alimenter ces usines. Aujourd'hui, les usines, elles sont en Chine. 9 batteries sur 10 sont fabriquées en Chine. Donc, les consommateurs de black mass, ce sont les Chinois. Donc, ils vont venir en Europe pour s'approvisionner, au même titre qu'ils font pour le carton, le plastique ou les métaux. C'est la même chose. Eux, ils ont des usines qui ont besoin de produire. Et donc, ils vont venir chercher chez nous la matière première. Et toute la difficulté, l'équation pour nous, ça sera d'avoir des acteurs qui la consomment sur place pour pouvoir la préserver. Merci beaucoup. Le recyclage d'une batterie, c'est 2 étapes. Hein. C'est du broyage, on fait de la black mass, et ensuite du raffinage. Et en Europe, on a des moyens de broyer les batteries, mais on a beaucoup moins de moyens de la raffiner. Donc en fait, les capacités de recyclage, de raffinage européennes sont saturées. Et là où la Chine a, et ce que vous disiez est particulièrement vrai, on va dire sécuriser un maillon de la chaîne de valeur où ils sont complètement dominants, c'est le raffinage des matières premières. Parce qu'ils extraient pas particulièrement beaucoup de lithium, hein, les Chinois. Hein. Le lithium, il est principalement extrait en Amérique du Sud, en Australie, etc. Par contre, il arrive en Chine pour être raffiné, parce que c'est eux qui ont les 85 ou 8%, je crois, des capacités de raffinage de la matière première. Bonjour, Étienne Gutz des Échos. Ces dernières années, on avait beaucoup parlé de sécuriser nos approvisionnements en matières premières. Et le recyclage faisait partie de cette stratégie-là. Or, il y a eu quelques annonces quand même sur le recyclage, notamment des batteries de voitures électriques, qui ont des projets qui ont été abandonnés, notamment celui d'Eramet à Dunkerque. Et la raison avancée, c'était le modèle économique qui n'existe pas pour le moment en France ou en Europe, parce qu'il n'y a pas de clients et les gisements tardent à arriver. Donc, ma question, c'est comment est-ce qu'on sécurise le modèle économique des recycleurs? Qu'est-ce qui est pour vous, de votre point de vue, le plus important? Et les députés ou l'ADEME, quelles sont vos positions là-dessus? Merci. Je vais commencer, peut-être que Roland, tu pourras compléter. En fait, c'est le serpent qui se mord la queue. C'est-à-dire qu'on a des acteurs qui veulent, qui lancent des projets parce qu'ils sentent la pertinence d'avoir une compétence technique et pour pouvoir alimenter leurs propres usines demain en termes de recyclage. Par exemple, il y a aussi des réussites. Hein. Je parlais de Vercors dans le Nord, ils ont aussi des acteurs, ils ont des partenariats pour recycler leur chute de production, voire demain reprendre les batteries issues de l'activité de Renault. Je pense que la difficulté, c'est justement d'organiser la logistique. Comment on fait pour qu'une batterie qui se retrouve, je ne sais pas, n'importe où en France, elle puisse être fléchée vers un acteur qui en a besoin pour justifier son investissement? Lorsqu'on parle à des industriels, ils nous disent « nous, on est prêts à investir, mais sans gisement, on ne peut pas le faire ». On est sur des mini-urbaines, c'est-à-dire que c'est un gisement qui est fini par définition. On ne peut pas aller chercher plus de batteries qu'il en existe en fait, en termes de fin de vie. Donc, eux n'investiront que dès lors qu'ils ont l'assurance qu'ils pourront faire fonctionner leur usine, donc qu'ils ont le gisement entrant. Donc, le pari, c'est de savoir est-ce que j'y vais pas trop tôt et est-ce que j'y vais quand le marché est mûr. Donc, les attentes, c'est comment faire pour que l'ensemble des acteurs qui sont disponibles de ce gisement, les éco-organismes ou les systèmes individuels qui vont émerger dans la filière VHU notamment, puissent assurer des livraisons, enfin puissent prendre des engagements pour fournir un minimum ces usines pour qu'elles puissent se développer.
Lorsqu'on travaille, nous, avec nos acteurs partenaires aujourd'hui, ils nous disent, mais combien tu peux me livrer de tonnes en 2030, pardon. Bah, aujourd'hui, je ne sais pas trop. Je sais pas trop. Donc, eux, monter des projets sur du sable, c'est pas facile. Donc, la question, c'est, on sait qu'il va y avoir un besoin, mais à quel moment il faut partir, c'est toute la complexité. Oui, enfin, je partage complètement et je partage aussi ce qu'a dit tout à l'heure monsieur le député. Il ne faut pas, au regard d'un échec industriel en quelque sorte ou d'un arrêt de programme, se dire que c'est l'ensemble de la politique globale et de la vision qui s'arrête. C'est pas vrai. Il y a à côté de ça énormément d'initiatives sur plein de champs de l'économie circulaire qui fonctionnent très bien et qu'on regarde peut-être un peu moins parce qu'il y a des gros objets qui n'ont pas été au bout de leur initiative et donc on se dit là, zut, non, 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 c'est pas du tout le cas en fait. Et d'ailleurs, c'est un mouvement historique depuis plusieurs années où l'économie circulaire essore de manière importante. Ben, on a des industriels qui ne sont pas exactement au bon moment, au bon endroit. Eh ben, là, on regarde, on dit, c'est raté. Non, c'est pas raté, c'est pas le bon moment, c'est pas le bon endroit. Et peut-être plus précisément sur votre question, moi j'ai deux éléments quand même de réponse. C'est que, premièrement, il y a les questions réglementaires. Si on donne une visibilité réglementaire et plutôt à l'échelle européenne. Et dans le règlement batterie, il y a par exemple des obligations d'incorporation, nickel, cadmium, et le troisième m'échappe toujours, mais voilà, mais qui donne le sens. L'obligation réglementaire, c'est, bah, je sais, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 50 ans, la direction qu'il faudra que je prenne pour être conforme à la réglementation, et ce sera la même chose pour tous mes collègues. Et le deuxième, c'est la question du financement. Je reviens dessus. Vous avez cité, monsieur le député, France 2030, c'est quand même un programme extraordinaire qui fixe quelques grandes priorités en disant, voilà, c'est ici qu'on doit aller. Et par ces relais-là, par le budget incitatif de l'ADEME dans le cadre de l'accompagnement de projets de peut-être plus petite ampleur, mais ces questions de financement viennent aussi répondre à ces ambitions industrielles en fait, de mutation vers des économies plus circulaires, plus souveraines, plus locales. J'ai pas mieux à rajouter. Alors on va s'arrêter parce qu'on a déjà dépassé significativement le... Juste une question, s'il vous plaît. Nicolas Berton, moi je suis journaliste pour le magazine Matériel et Paysage. C'est juste pour changer un petit peu de marché. Sur le marché du jardin, cette transition batterie, elle est très forte. On la surveille, nous, en Presse Pro depuis 15 ans. Aujourd'hui, un produit sur 2 en 2024 vendu sera un produit à batterie, en sachant que ces produits-là utilisent généralement 2 batteries. Donc, en fait, si vous considérez que le marché, c'est à peu près 1 million de produits par an vendus, ça fait quand même 500 000 batteries, donc c'est la moitié du marché. Et si le produit en utilise 2, ça fait 1 million de batteries. On avait suivi des conférences du Screlec, notamment il y a 1 an et demi, où j'avais posé la question en direct sur une batterie amovible au lithium, combien est effectivement recyclé? La réponse avait été inférieure à 40%, c'est-à-dire une batterie physique, moins de 40% des matières sont recyclées. Est-ce qu'on va pouvoir améliorer ça et quid des 60% restants? Alors, aujourd'hui, on a fortement augmenté parce que justement, les industriels qui reçoivent nos matériaux sont en capacité, par la réglementation, ils ont deux obligations, d'améliorer leur performance. Donc, j'ai une valeur globale à vous dire, mais c'est toute technologie, on est aujourd'hui à plus de 77%. On a un souci particulier, en fait, aussi sur les batteries, enfin, il y en a quelques-uns, c'est que c'est la durée de vie. C'est qu'aujourd'hui, les batteries lithium, elles ont une durée de vie minimum de 7 ans. Donc, on voit très bien qu'il y a eu un switch entre le filaire, le thermique pour aller vers la batterie, mais on ne sait pas très bien aujourd'hui si on est en vitesse de croisière ou si demain, on va avoir arrivé les premières batteries qui sont en fin de vie dans nos gisements de recyclage. Et ça, c'est aussi une contrainte que l'on a, c'est qu'on n'est pas en reflet idéal instantané par rapport à nos mises sur le marché. Donc, on a du mal aussi à dire à nos acteurs en aval, attention, demain, plus de lithium. Probablement oui, mais à quelle vitesse, c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas. Ouais, pour compléter, alors j'apprécie beaucoup votre question parce qu'on parle beaucoup de la filière du véhicule électrique, qui est importante, hein, mais c'est une partie du gisement, hein. Et des batteries, il y en a dans plein d'autres sujets, et chez Voltaire particulièrement, on ne traite pas le véhicule électrique. Aujourd'hui, on fait des batteries de tout, sauf pour les véhicules électriques. Et ce gisement, il est hyper important, et ce qui est très important de retenir, c'est qu'il est beaucoup moins soumis aux aléas que l'industrie automobile, parce que si la batterie de véhicule électrique aujourd'hui connaît des soubresauts, c'est parce que l'industrie automobile connaît des soubresauts. Et l'industrie de l'outillage de jardin connaît beaucoup moins de soubresauts. Donc l'industrie de la batterie de l'outillage de jardin connaît moins de soubresauts.
Et je rebondis sur la question juste avant. Aujourd'hui, pour une annonce de fermeture d'usine de recyclage, il y a 2 annonces d'ouverture d'usines de recyclage, hein. C'est-à-dire le solde, il est positif. On ouvre au global des usines de recyclage en Europe. Et ça, c'est quand même très important de le retenir. Je suis désolé, on va s'arrêter ici. Je vous remercie tous et toutes pour votre attention. Je vous remercie pour votre contribution.